Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et pour continuer cette semaine le panorama sur les jeux multisimes, eh bien, je vais vous parler de Guild. Et oui, Guild, un jeu donc qui est paru sous nos horizons en 96, ça ne nous rajeunit pas, aux éditions Multisim, qui a vraiment, on va dire, été un grand coup, à l'époque en tout cas, moi c'était tel que je l'ai vécu, un grand coup de fraîcheur, d'originalité, et une proposition ludique vraiment exceptionnelle. En tout cas, c'était quelque chose de vraiment novateur à l'époque. Il était loin, on va dire, d'avoir quelques défauts, hein, mais malgré tout, on l'avait reçu avec énormément de d'aspiration, on va dire, à quelque chose, en tout cas de neuf, à quelque chose, on va dire, qui allait un peu balayer nos vieilles routines, alors qu'on jouait, surtout à l'époque, à de vieux jeux des années 80, qui commençait un petit peu à dater déjà pour certains. On avait vraiment besoin de nouveautés. Et Guild en fait nous a offert on va dire proposition ludique vraiment originale qui est d'explorer on va dire un lieu inconnu et donc de mettre en place une expédition, de mettre en place un groupe, un équipage cohérent, une équipe également, on va dire, d'explorateurs, puisqu'on fait autant, on va dire, de l'exploration maritime et du commerce, de la gestion, que également aussi de l'exploration terrestre, donc d'un nouveau paysage qu'on appelle donc le continent. Et ça, on va dire, emballé dans un joli bonbon, on va dire, avec des illustrations quand même de belle qualité, la belle qualité à laquelle on était habitué aux éditions Multisim à l'époque. Donc que ce soit, si vous avez déjà vu ma vidéo sur Rêve de Dragon, voilà, vous avez vu que l'emballage était aussi beau que le contenu. Là, on a vraiment quelque chose de quand même, on va dire, d'excellente qualité. Bon, alors après, certains pourront dire que ça a un peu passé, mais voilà, la boîte de base était quand même très très belle. On avait donc des illustrations, je peux vous voir, qui étaient encore de meilleure qualité pour la deuxième édition, dite Guild Eldorado. Car oui, il y a eu deux éditions, donc il y a eu Guild, dite la quête des origines, qui correspond donc à la gamme de la première édition, et à la première, on va dire, la première proposition, justement, la première manière en fait de jouer à Guild, qui était vraiment une manière exclusivement presque basée sur la découverte et la gestion justement de sa guilde en termes politiques, commercial et en termes aussi de découvertes tout aussi bien scientifiques que magiques, que des découvertes également en termes de savoir, puisque il y a tout à faire, tout à cartographier, et à aller vraiment, on va dire, le plus loin possible, à avoir le plus d'audace possible en allant vraiment jusqu'au bout pour essayer de découvrir qu'est-ce que c'est donc que ce continent. Alors, pour ainsi dire, Guild, qu'est-ce que c'est à la base au niveau du contexte? Eh bien, nous sommes, on va dire, il y a, par rapport, on va dire, au début du jeu, il y a 200 ans, où donc ce qu'on appelle les rivages, donc qui sont, en fait, ce sont des îlots et autres portions de territoire qui sont séparés entre plusieurs peuples. Je vais revenir sur la plupart de ces peuples, mais donc il y en a, je crois, c'est 8, qui donc ont leur propre lutte intestine, qui ont leur propre, on va dire, velléité, leur propre mode de vie, leur propre culture, leur propre système politique vraiment spécifique, leurs propres aspirations aussi, leurs propres mythes. Ils ont tous vraiment voilà, des spécificités vraiment très ancrées pour justement marquer des archétypes qui vont après faire justement les différents archétypes de personnages auxquels on va associer évidemment une profession spécifique aussi à chaque origine. Eh ben, il va y avoir un énorme raz-de-marée qui va complètement, on va dire, bouleverser l'univers, bouleverser leur monde. Euh, et alors que donc ils étaient vraiment dans l'entre-soi se tirer les pattes les uns dans les autres, ils vont découvrir qu'après ce cataclysme qui est à la fois d'origine plutôt physique et un peu magique aussi, ils vont le sentir, et ben, il y a un continent qui est apparu. Et ce continent, c'est un continent qui est très riche justement en énergie magique, ce qu'on appelle nous dans Guild le Loom,
Et donc, ils vont réussir un petit peu à passer outre leurs différences, à passer outre leurs dissensions, et former donc des guildes, souvent quand même d'un seul peuple hein, au départ, et puis après donc des équipages plus mixtes pour mettre en place des expéditions afin d'aller découvrir donc ce continent et l'exploiter aussi bien en termes de matières premières que également de magie. Et donc essayer de chacun de développer, on va dire, leur propre savoir magique. Donc ces savoirs magiques qu'on appelle des phylums. C'est en fait des catégories en fait d'une certaine manière de sorts qui correspondent donc à une couleur de loom. Voilà. C'est un jeu pour lequel, pour ma part, j'ai été joueur au tout début quand ça a été joué, et après j'ai été un petit peu MJ. J'ai réussi un petit peu à le maîtriser euh, de manière assez sporadique, et j'aimerais bien en fait remettre les mains dedans. Mais c'est un jeu, on va dire, qui demande d'avoir un équipage plutôt quand même nombreux. Ça serait vraiment d'ailleurs comment dire, le jeu idéal pour faire une table ouverte, justement. Si vous connaissez un petit peu le concept de table ouverte, mais on en reparlera probablement durant un live. Ça sera l'objet probablement d'un débat dans les semaines à venir. Et donc là, le jeu on va dire, serait vraiment idéal pour justement faire fonctionner un système voilà, d'un groupe de joueurs qui va, on va dire, faire une mission ou réaliser une partie de l'intrigue avec soit donc, des personnages spécifiques, soit on va dire des joueurs qui aiment jouer au tel ou tel personnage qui vont réaliser on va dire telle ou telle partie de l'intrigue. Puisque voilà, la guilde, il n'y a pas que on va dire seulement les personnages autour de la table, il y aura énormément de PNJ aussi à gérer. Et ça permet en fait d'accueillir justement des joueurs de manière sporadique, de manière temporaire et épisodique, euh, en fonction de leur capacité. Et donc ça, c'est une modalité de jeu qui, je pense, peut plutôt bien marcher. Si sur tous les piliers de la guilde, il y en a toujours au moins un qui est présent pour gérer, comment dire, les affaires courantes et mener, on va dire, en quelque sorte, le groupe. Ou alors, si tous les gros piliers fondateurs de la guilde, il peut y avoir, donc, souvent c'est un groupe d'au moins 2, 3, 4, 5 personnes. Ça peut constituer aussi votre groupe de joueurs réguliers. Hein. Si vous avez vraiment un groupe de joueurs réguliers, ça marche bien aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est une proposition ludique qui va vous permettre vraiment, si vous avez envie de vous remettre à ce jeu, ou de vous mettre tout simplement à ce jeu si vous ne le connaissiez pas, et que j'espère vous plaira suite à ma présentation et peut-être aussi à quelques-unes de vos recherches. C'est voilà, c'est une modalité en tout cas de jeu, une proposition ludique forte qui, moi je pense, a énormément d'avenir, et en fait je pense qu'à l'époque il était très en avance sur son temps, et il n'a pas, je pense, rencontré le succès. Il a eu du succès quand même, hein, il n'a pas rencontré le succès qu'il méritait. Bon, il y a quand même quelques petits défauts, je vais revenir dessus, mais c'est quand même quelque chose, on va dire, de plutôt on va dire secondaire par rapport à ce que le jeu propose en lui-même. Alors je vais vous montrer ce que je possède de la gamme. Je possède pas énormément de choses de la gamme parce que voilà, la gamme était vraiment énorme, et moi j'étais joueur, donc je ne l'ai pas, on va dire, vécu en tant que MJ, donc pas avec la volonté de tout avoir pour pouvoir présenter. Il y a énormément de livres de background, mais aussi de livres de campagne. Ceux-là, donc pareil, je les ai pas achetés parce que voilà, à l'époque j'étais joueur. Donc on était quand même des gens honnêtes, on n'achetait pas les campagnes pour les lire avant de les jouer. Ça ne se faisait pas, et ça ne se fait toujours pas d'ailleurs. C'est quand même un des tabous qui n'est pas transigé, sur lequel on ne fait pas comment dire, d'impair dans notre milieu. Voilà. Alors, pour ce qui est de Guide, la quête des origines, donc c'était présenté sous la forme d'une boîte. Donc voilà, la boîte parue au tout début de l'année 96. Si vous avez cette boîte par chez vous, vous possédez un petit bijou, hein, parce qu'elle est très très difficile à trouver, surtout complète, parce qu'il y a, comme toutes les boîtes avec plein d'éléments, il y a toujours des trucs qui manquent, qui était composé donc d'un portfolio avec des petits livrets dedans, trois petits livrets qui donc parlent justement des personnages, création de personnages, donc la description des rivages,
l'aventure qui était en fait techniquement le système de jeu, et le continent qui vous donnait en fait une partie, enfin qui vous décrivait une partie du continent. La première partie, si je puis dire, que les joueurs allaient commencer à découvrir. Dans ma boîte, j'ai mis également l'écran qui était de toute beauté. J'en parlerai juste après. Et dans la boîte en question, l'écran n'était pas dedans, hein, évidemment. Il y avait un livret d'introduction et une carte qui donc représentait évidemment le continent. Donc, vous allez pouvoir le voir. C'était beau, c'était daté, ça fait vraiment carte, vieille carte telle qu'on peut le. Voilà, avec évidemment cette imprécision et cette, on va dire, un petit peu naïveté d'un continent qu'on découvre. Donc voilà, on a une carte qui est tout à fait imprécise et qui marque justement le fait que le continent est en cours de découverte, d'exploration. Donc là, le livret d'introduction vous donne les éléments pour comprendre déjà ce qu'est le jeu de rôle. On vous donne donc l'histoire de Cosme, qui est le nom de l'univers. Le nom de l'univers s'appelle Cosme. On vous donne donc la chronologie, donc avec le fameux cataclysme qui commence les temps héroïques, donc il y a quand même tout un passé. Hein. Donc voilà, il y a plein d'événements également sur voilà, les rivages. Donc établissement des rivages donc, vers moins 600 par rapport à cette chronologie. Le déclin et la stagnation dû voilà, au fait que, comme je vous disais, ils sont tous un peu dans l'entre-soi au niveau des peuples. Et ça aide pas trop, comment dire, à se développer. Il y a donc une sorte de prophétie qui vient donc du peuple Felsin, qui indique justement l'arrivée du continent. Et en zéro, donc, l'arrivée du continent avec le grand raz-de-marée. Et après, donc, voilà, on crée donc les premières ambassades des maisons, on forme les premières guildes. L'Astramance, qui est donc une autorité, comment dire, à la fois un peu mystique, religieuse, euh, demande, on va dire, justement, à créer les guildes, enfin à créer, on va dire, à faire des explorations pour justement aller explorer le continent. On met en place donc un sénat de la constellation qui rassemble justement tous les peuples pour justement optimiser cette exploration et la formation des guildes pour aller justement explorer le continent de manière plus coordonnée, plus on va dire pragmatique. Voilà, on crée donc les fameux guilders constellés. Donc chaque membre de guilde a un bijou particulier, un guilder constellé qui lui permet justement de récolter le loom qu'on va un peu cueillir, je dirais comme une abeille va cueillir du pollen. Hein, c'est vraiment un peu ça, va récolter son pollen. On est vraiment là-dedans. Et donc la révolution du loom, donc 50 ans après la découverte justement, on découvre que justement le continent est très très riche en loom et permet évidemment aussi le développement d'immenses capacités magiques, en tout cas pour ceux qui savent le maîtriser. On crée évidemment une monnaie commune, le guilder, une langue commune, le guildien. On établit donc les premiers ports francs au bout de 150 ans, et donc on commence en fait en 207, donc on est un peu plus de 200 ans après la découverte du continent. Donc on nous donne des conseils également, un glossaire, voilà, et voilà, on nous donne également la fameuse table de réussite. Donc au niveau du système de jeu, c'est assez simple. Vous avez donc la somme à caractéristiques plus compétences plus 2d6 qu'on va lancer, qui va, en fonction de la difficulté, nous dire si on a réussi ou pas notre action. C'est une table donc une table à double entrée, donc très très simple d'emploi. Le système de jeu fonctionne bien, même si on voit quand même dans la description du système de jeu il semble comment dire qu'il est manqué peut-être un petit peu de test et il manque un peu, on va dire, d'affinage, si je puis dire. Pourtant, c'est pas du fromage, mais il y a de très bons fromages quand même. Et donc voilà. Donc le livret comment dire, des rivages, donc, qui est un petit portfolio. Il y a la carte justement des différents rivages avec les emplacements donc de tous les peuples. Donc
Voilà, il y en a. Donc là, c'est l'emplacement en fait des six peuples. Alors j'ai dit qu'il y en avait 8, mais il y en a un dernier en fait. J'avais l'impression qu'il y en avait plus. Donc non, il y en a 6. Donc, c'est-à-dire les Ashragor, les Felsin, les Gehendal, les Keiza, les Ulmek et les Vendis. Alors, les Ashragor, eh ben, c'est une sorte de théocratie tournant autour, on va dire, de personnes qui sont en fait des invocateurs de démons, qui sont très, très sombres, très gothiques. Les Felsin, donc c'est plutôt une ethnie, un peuple qui est plutôt dans l'ambiance, on va dire, moyen-orientale, qui sont en fait dans de somptueux palais, qui ont vraiment une culture très raffinée, qui est tournée aussi quand même autour des arts guerriers. Les Gehendal, qui sont un peu les nordiques, voilà, forgeurs d'armes, d'objets manufacturés d'excellente qualité, qui sont un peu rudes quand même, qui vivent dans le Grand Nord. Voilà, c'est vraiment les Vikings de l'univers. Les Keiza, qui sont eux en fait plus un peuple de nomades. C'était d'ailleurs le personnage moi que je jouais. Je jouais qu'on appelle un centaure Keiza, qui était en fait un archer évidemment hors pair, voilà, avec également leur propre culture, vraiment très proche en fait justement de nous, nos cultures nomades, nos cultures on va dire de gens du voyage, tel qu'on peut le connaître dans notre monde. Les Ulmecs, qui eux sont une synthèse, on va dire, des peuples précolombiens, pareil, très, très, très intéressante au niveau de la manière dont c'est vu. Et les Vendis, qui eux sont purement et simplement, en fait, c'est des cités-états, en fait, italiennes, très, très proches, donc évidemment, comme leur nom l'indique, de Venise, mais également aussi de la manière dont on pouvait voir Florence, et d'autres cités-États italiennes, avec donc eux un aspect plus sur évidemment les découvertes scientifiques, la mécanique, avec un petit côté un peu steampunk qui est très sympathique pour ce qui est de ce peuple. Voilà. Et donc chaque peuple est lié évidemment à une couleur de loom. Voilà, par exemple, d'après mes souvenirs, donc les Vendis c'est le loom jaune, les Asragor le loom noir évidemment, le Gehendal le loom rouge, et après pour les autres, je revois la feuille de personnage. Donc il y a le loom violet, donc ça c'était pour, je crois, oui, pour les Keza. Il y a du loom invisible aussi, qui là il est pour évidemment tout le monde. Et le loom vert pour donc les, euh, les Ulmecs. Et je crois n'avoir rien oublié. Voilà, c'était cela. Voilà, donc on vous décrit dans ces trois petits livrets, donc déjà le premier qui est nommé l'aventurier, c'est le système purement et simplement de création de personnages. Donc comme vous voyez, c'est dommage que les illustrations soient en noir et blanc parce qu'elles sont pourtant d'excellente qualité. Il y a certaines illustrations en plus que vous allez reconnaître parce qu'elles sont assez connues. Elles ont été reprises dans d'autres temps, d'autres circonstances. C'était vraiment le standard de qualité, on va dire, de l'époque, hein. C'est des auteurs connus après qu'on fait. Là, je vois, c'est le style, par exemple, de dessin du jeu de plateau Citadel, si vous connaissez. C'est le même illustrateur. Euh, on a donc tout ce qu'il faut pour créer son personnage. Donc on crée déjà, donc on prend déjà un archétype d'une nation. Donc voilà, qui va donner un bonus de caractéristiques à choisir. Et après, purement et simplement, on choisit une profession. On vous propose les professions dans chacun on va dire des grands métiers. Voilà, pour ce qui est des artisans, bah, chaque peuple en fait a la possibilité de prendre un métier général ou un métier spécifique, comment dire, au peuple. Par exemple, dans les artisans, le mec, lui, il va être distillateur de parfum ou maître des pierres précieuses. Le Gehendal, maître forgeron ou maître armurier. Le Vendis, fabricant de crache-feu, évidemment, il crée des armes à feu. L'Ashragor va être embaumeur. Le Keiza, lui, va être maître tanneur. Et le Felsin, maître bâtisseur. Parce que voilà, c'est des gens voilà, raffinés et surtout au niveau des arts. L'art, on va dire, martial est aussi un art, donc c'est pour ça que je disais que c'était des combattants aussi, qui n'étaient pas... Enfin, il y a chaque peuple, en fait, a sa classe, on va dire, son archétype de combattant, entre guillemets, hein, donc on a de quoi faire. Donc il y a évidemment les communs, les grands métiers d'explorateurs, les grands métiers donc, de guerriers,
les grands métiers de lettré, donc les grands métiers de magicien aussi, donc si vous voulez plus être sur le développement du loom. Par contre, le développement est quand même assez, on va dire, long et très, très variable en fonction évidemment des scénarios que vous allez faire, parce qu'il va falloir découvrir et récolter du loom, et ça, c'est fonction, on va dire, de choses qui ne sont pas vraiment dépendantes de votre volonté. Voilà, donc ces fonctions, d'après mes souvenirs, d'ailleurs, ça me revient en parlant. Parce qu'il y a des saisons, évidemment, donc il y a les quatre, les, les, euh, les quatre saisons que l'on connaît, plus une saison, on va dire, particulière, une cinquième saison. Et donc les saisons peuvent comment dire, s'enchaîner de manière complètement erratique sur le continent. Et chaque saison, évidemment, est associée à plutôt à un loom en particulier. Donc, évidemment, en fonction de ces changements de saison surprise, entre guillemets, on pourrait récolter, et puis évidemment de l'endroit où on est, on peut récolter un certain type de loom. Voilà, c'est les choses qui me reviennent, hein, parce que ça commence à faire loin quand même. Depuis si on y a joué en 97, voilà, on n'y a pas joué tout quand le jeu est sorti, mais un petit peu plus tard. Donc voilà, les points de destin et un exemple de création de personnage. Donc ça c'était pour le premier livret. Le deuxième, les maisons. Donc on vous décrit évidemment les différents peuples. Donc voilà, les Ulmecs avec leurs spécificités, voilà, leur propre légende. On peut tirer évidemment dans ce livre un passé, des événements, on va dire, justement de votre pour se créer un background. Et on a la liste évidemment à chaque fois aussi pour chaque peuple des petits sorts que connaissent évidemment les qu'on appelle donc les tours qui sont un peu donc l'équivalent des c'est des grandes tripes quoi, qui sont spécifiques on va dire à chaque classe de mages en fait de magiciens de chaque peuple. Les Gaemdal, donc voilà pareil, de qu'est-ce qu'ils croient, qu'est-ce qu'ils pensent, leur propre légende. Voilà, donc ça, c'est quand même. Ces livrets-là sont tous à destination des joueurs. Il n'y a pas de secret, on va dire, là-dedans. C'est vraiment ce que les joueurs sont en mesure de savoir. Donc ce pack-là, on pouvait le donner aux joueurs. Voilà, s'ils n'avaient pas les doigts trop gras et qui ne tournaient pas les pages, on va dire, de manière frénétique, sans aucun respect pour le matériel. Mais donc voilà, en tout cas, ça permettait de compléter son background et d'avoir un peu plus, de jouer son personnage de manière un peu plus fouillée par rapport aux données qui sont assez synthétiques et qui permettent d'avoir vraiment une vision très, très claire de son peuple, du peuple du rivage dont on est issu. Même s'il va falloir un petit peu s'asseoir quand même sur quelques-unes de ces spécificités pour pouvoir fonctionner ensemble. C'est un peu le principe quand même de la guilde. Donc l'art métallique pour les Gaemdal, évidemment, donc leur magie tourne autour évidemment des métaux. L'art onirique pour les Ulmecs, donc tout tourne évidemment autour du rêve. Pour eux, les Vendis, voilà, avec toujours des illustrations plutôt sympathiques. Et donc eux c'était l'art sorcier. Voilà. Les Ashragor, qui eux voilà, ont été une grande source de rire et de fou rire à notre table de jeu. On avait deux Ashragor dans notre groupe et franchement c'était du pain béni quoi, surtout que les deux joueurs comment dire jouaient vraiment en tandem, c'était affreux quoi à la fois vraiment il nous foutait comment dire dans la merde, il nous mettait comment dire des bâtons dans les roues mais on en rigolait bien. Donc eux, c'est l'art démoniaque évidemment, démonique pardon. Les Kesa donc vont eux avoir accès à l'art sémantique. Voilà, donc c'est l'art évidemment de la magie autour justement de nommer les choses, des noms, qui est plutôt sympathique. Et donc les Felsin, eux, ont évidemment un art, c'est l'art mystique, voilà, où donc ils vont plutôt avoir des pouvoirs tournant autour du contrôle de leur corps. Globalement, c'est des aspects qui sont quand même assez durs à développer, donc voilà, ça reste quand même assez nébuleux pendant assez longtemps. Et donc après, le dernier livret, c'est la guilde, comment créer votre guilde, l'histoire des guildes, comment ça fonctionne, voilà, comment créer son syndic de la guilde, sa charte de la guilde,
quelles sont les troupes, l'ancienneté des gens, les hauts faits de la guilde, les routes, ça c'est très important. Je vais vous montrer la feuille de la guilde que j'avais créée pour ma campagne après, etc. Donc on a vraiment tous les aspects, le contrat, le type en fait donc de mission qu'on va vous donner, tout en fait est régi comment dire dans ce système qui est assez simple avec des exemples également et également du comment dire la gestion aussi de l'équipement et du comment ça s'appelle de l'équipement et de on va dire de la fortune de la guide. Alors justement la guide en question. La feuille était comme ceci, donc voilà, on pouvait mettre le nom de la guilde, là où était, on va dire, fondée la guilde, le nom du grand maître, sa date de création, les différents syndics, donc c'est-à-dire, c'est les traits en fait de votre guilde, donc était la charte, donc si on va dire la guilde est bien constituée en termes légaux, les troupes, l'ancienneté et les comptes, c'est-à-dire tout simplement comment dire, la fortune comment dire, de la guilde. Donc là, vous voyez que la charte était, était plutôt bonne. Par contre, ils n'avaient pas de troupes, pas d'ancienneté. Donc voilà, ils n'avaient pas de personnel et c'était une très jeune guilde. Par contre, ils avaient beaucoup d'argent. Donc ils étaient ça représente aussi leur force financière, c'est-à-dire leur capacité, on va dire, à lever des fonds et leur capacité de gestion aussi. Donc le trésor, l'influence, les différents aspects, on va dire, au niveau comment dire, des savoirs, comment dire, que connaît la guilde en termes de loom, en termes de guerre, en termes de politique et en termes de savoir. Et après, on a donc les fameuses routes. Et les phylums, donc, pour le loom, c'est les phylums qu'ils ont découverts. La guerre, c'est les batailles en fait qu'ils vont avoir réussi à mener à bien. Et donc, ce qui était le plus important, c'était donc l'aspect politique et le savoir. Et donc, j'avais mis donc plusieurs aspects. Donc, les routes en question, c'était en clair les pistes de campagne, les pistes de scénario qu'ils avaient, les routes qu'ils entretenaient. Donc ils avaient une route dans la forêt d'Emeraude, une route dans la terre des volcans éteints, une route dans l'Entremonde et une route donc dans l'archipel des Coraux. Donc ça c'est les noms que j'avais glanés dans l'atlas ou que j'avais créé moi-même, avec à chaque fois la pertinence du rapport, le contrôle de la route, l'implantation sur place pour l'exploitation et donc ce que rapporte l'exploitation. Au niveau des savoirs, en fait, c'était des livres, des connaissances ou des contacts dont ils disposaient pour justement un petit peu plus justement exploiter leur route. Donc ils avaient les archives en question, donc sur justement les routes qu'ils pouvaient mettre en place, ou des nouvelles routes qu'ils n'avaient pas encore mises en place. Donc là, pareil, on mettait des statistiques qui permettaient donc de savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient développer. Donc là, c'est ce qu'ils avaient déjà un peu acquis et qui pouvaient, on va dire, il fallait en fait les entretenir. Et là, c'est ce qu'ils pouvaient développer et des pistes donc pour aller explorer justement certaines parties du continent. Donc avec une fiche comme ça, si vous la créez, vous créez purement et simplement en fait votre campagne parce que à partir de là, vous avez juste à donner ça et je dis que faites-vous après vous donnez des détails on va dire sur chacun des éléments. Moi j'avais fait une deuxième feuille voilà où j'avais donc les membres de la guilde plus les PNJ. J'avais vraiment tout juste débuté la campagne. Et donc voilà avec les noms des fondateurs donc les différents PNJ qui allaient constituer l'équipage. Pour ce qui est donc du personnage, je peux vous montrer, là ça c'est le personnage de mon épouse qui a donc joué une Felsin Amazon. Donc c'est des guerrières évidemment Felsin extrêmement redoutables, voilà, qui est très agile, voilà, ils ont des aspects évidemment très animaux, pour beaucoup quand même assez félins. Donc il y a évidemment une explication en termes de secrets, parce qu'il y a des secrets dans le jeu, on va dire, autour de cela. Donc on a là donc, les caractéristiques physiques mentales, après ça nous donne les arts aussi, donc l'art guerrier, l'art étrange, l'art guildien. C'est une moyenne en fait qui vous permet en fait d'utiliser pour tout ce qui est du combat, donc vous allez utiliser ces statistiques-là. Pour tout ce qui est, on va dire, de la magie, celle ici. Et pour tout ce qui est rapport avec la guilde, vous allez utiliser cette stat. Voilà, qui dit art guildien. Voilà. Et donc après, des valeurs dans les compétences. Donc on fait somme d'un de ces attributs
plus une compétence, et on rajoute 2d6 et on vérifie sur la table si on a réussi notre action. Et c'était pas plus compliqué que ça. Même si, comme je vous dis, on sentait quand même dans l'écriture du livre que c'était un peu balbutiant, on va dire. Alors, soit ils ont eu vraiment. Ça a été le rush, et il y avait quand même pas mal de coquilles hein, dans le livre de base, dans les différents livres, mais rien de, on va dire, de rédhibitoire, en tout cas, qui empêchait de jouer au jeu. Mais on sentait qu'il y avait eu des imprécisions et un petit peu de précipitation pour sortir le jeu. Et bon, ça s'est affiné, on va dire, dans les suppléments, et ça reste, on va dire, un jeu d'excellente qualité, hein, il n'y a pas de doute. Alors, le deuxième livre de la boîte de base après l'aventure. Donc, on a la description du système de jeu, voilà la table unique que je vous ai montrée dans le livret. Voilà comment réaliser ses actions, l'utilisation des compétences, la description des compétences. Donc ça c'est très classique. Le système de combat, pareil, comment ça fonctionne. Bon, il y avait des petites choses, comment dire, qui étaient très intéressantes, mais qui étaient un peu particulières justement à prendre enfin, c'est des concepts en tout cas qui étaient un peu, on va dire, nébuleux, novateurs. Il fallait vraiment se mettre dedans, ce qu'on appelle le shy. C'était en fait comment dire, le terme fencing, donc qui représente la science du combat, et qui est en fait un pool de points que vous allez utiliser justement en combat pour faire des manœuvres particulières. Donc plus on a de points de shy, évidemment, plus on peut faire des manœuvres intéressantes. Et les Felsyn, comme je vous disais, sont quand même des maîtres des arts martiaux, justement, et avaient, on va dire, un petit peu le... Bon, même si... Ils avaient quand même l'avantage, même s'il y avait d'autres peuples, évidemment, qui n'étaient pas mauvais en combat non plus. Mais après, on vous décrit les armes, comment faire des dégâts, après, donc, les poisons et les maladies, la fatigue, donc ça, c'est des choses très, très... Voilà, la santé, les soins et guérisons en détail, après un chapitre sur le voyage, donc comment organiser justement les voyages, donc la création d'une caravane, pour faire voilà, les aléas durant le voyage, justement, les haltes. Bref, il vous décrivait vraiment tout ce qui était utile et qui faisait partie du quotidien, justement, d'une guilde. La magie, donc voilà, comment récolter l'oum, on va dire les principes généraux sur la magie, comment lancer les sorts, les phylums. Les différents sortilèges, donc là on a donc autant dans le livre des rivages on avait vraiment les sorts de base, autant là on vous décrit vraiment les sorts qu'ils peuvent acquérir, puisqu'on acquiert l'énergie magique, le loom, mais on acquiert aussi donc en étudiant ce loom, ces sources de loom également, donc ce qu'on appelle les phylums, qui sont en fait comme des sortes de grimoires, de grimoires naturels, dans lesquels donc on va piocher et on va apprendre ces sorts. Parce que les sorts ne peuvent pas s'apprendre, on va dire, d'autre manière que celle-ci, pas dans des grimoires, on va dire, fixes, papier. Ça s'apprend vraiment, on va dire, à travers des phylums. Bon, après, les gens peuvent évidemment, ce qu'ils savent, le recopier pour qu'on puisse, on va dire, l'avoir de manière durable, donc dans des vrais grimoires. Mais le processus est encore en cours au moment où on découvre le continent, et donc ça manquait au départ. Voilà, ces grimoires sont évidemment extrêmement précieux, et sans énergie magique, de toute façon, sans le loom, c'est impossible, on va dire, de pouvoir profiter pleinement de tous ces sorts. Donc, les Felsyn et leurs sorts spécifiques, l'art onirique, l'art métallique, donc l'art sorcier pour les Vendis, l'art démonique. On a vraiment très très peu de choses hein, dans le bouquin de base. Il va falloir attendre le supplément pour avoir un peu plus de sorts, mais comme je vous dis, comme la magie est vraiment très parcimonieuse, très très dure à découvrir, et donc c'est un élément qui fait partie complètement du développement petit à petit, des révélations du jeu, parce que c'est un peu un jeu quand même, Guild, qui est un jeu à secret. On va le voir d'ailleurs avec la deuxième édition qui elle va un peu révolutionner le genre, si je puis dire. Et donc voilà, donc on a quelques éléments, mais on n'a pas tout. On sait qu'il va falloir un supplément pour développer cet aspect sur la magie. Voilà. Et enfin, le dernier, le continent, dans la boîte de base. Donc, on vous décrit évidemment les différentes civilisations qui existent sur ce continent. Donc, les différents peuples, hein, puisqu'il y a des nouveaux peuples évidemment qu'on va rencontrer,
qui sont différents, très différents, on va dire, des peuples des rivages, avec qui les gens des guildes vont avoir des relations. Donc ensuite, la description également donc, de ce qu'on appelle les races dites inhumaines, donc ce qu'ils appellent les transients, voilà, qui, au-delà donc des peuples humanoïdes avec qui ils peuvent avoir, donc il y a aussi des peuples qui eux sont tellement, on va dire, lointains, tellement étranges que voilà, eux ils ont fait une classification à part. La classe continentale, donc on va vous décrire donc plusieurs petites contrées. On vous décrit donc le système des saisons dont je vous parlais. Donc voilà, le printemps, comme je vous disais, associé au loom vert, l'été au loom rouge, l'automne au loom jaune, l'hiver au loom noir et le temps sacré, donc la 5e saison, au loom violet. Voilà. On vous décrit donc la manière dont peuvent justement interagir ces différentes saisons, donc ce que je vous ai expliqué. Et après, on a un chapitre donc vraiment sur les secrets, où donc là, j'en dirai pas trop parce que vraiment le jeu demande à être euh, découvert petit à petit, découvrir vraiment les secrets de ce continent et même les secrets un petit peu aussi des gens des, euh, des gens, comment dire, des rivages qui sont associés évidemment à cette découverte du continent. Il y a quand même des liens, hein, évidemment, par l'intermédiaire justement de la magie. Et on vous décrit après ensuite donc une première contrée de base qui est donc la contrée de Gillian, qui est celle que je vous ai montrée en fait sur la carte. C'est pas l'ensemble du continent du tout, c'est juste la contrée qui est connue actuellement, la mieux connue. Donc la contrée de Gillian qui est vraiment un bon coin, on va dire, pour commencer sa campagne. Et Port McCair qui est aussi un bon point pour commencer commencer sa campagne. Voilà, un bon point d'attache pour votre guilde débutante. Sachant que moi je les ai fait commencer à Port Gillian parce que je connaissais un petit peu plus l'univers à travers les suppléments. Donc Port McCair c'est vraiment, on va dire, le port incontournable pour les bitos du donjon, si je puis dire, pour les débutants. Mais après on peut, on va dire, on peut faire commencer dans d'autres lieux. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut dans la boîte de base pour justement commencer, plus un scénario qui s'appelle donc la Nef d'hiver, voilà, qui vous permet vraiment de découvrir le jeu en... Voilà, donc vous voyez, hein, le continent en question, bah, voilà, on vous décrit juste donc cette partie-là, donc la contrée de Gilliam, et donc on vous dit évidemment quels sont les différents... où sont les différents peuples, on va dire, avec une légende. Voilà. Ce qui est vraiment dommage, c'est que alors, c'était pas possible à l'époque, mais franchement, ça aurait été en couleur. Je pense que le jeu il ressortirait aujourd'hui en version révisée en couleur, ce serait une tuerie, quoi. Mais ça, c'est une autre histoire. Est-ce que un jour quelqu'un aura l'idée de reprendre Guild et de nous le ressortir? Donc, dans la première mouture de la gamme, ils avaient donc sorti également un livret pour chacun des peuples, donc il y en avait 6. Donc voilà, moi j'ai que celui sur les Ashragor et les Vendis. Donc à chaque fois on est à peu près le même modèle, hein. Donc voilà, on nous décrit évidemment toute l'histoire c'est vraiment un livre quand même à destination du MJ, mais les joueurs quand même peuvent y piocher quelques petites choses pour faire leur BG. Y a possibilité, hein, dans le guide, même si on va dire c'est pas la proposition ludique de base, de jouer vraiment grâce à ces livrets sur les rivages et faire des intrigues, on va dire politiques et un peu plus, on va dire urbaines, sans exploration, des intrigues vraiment, on va dire découvertes de mystères aussi ou de lutte évidemment sur les rivages entre les différents peuples qui existent toujours, hein, au sein de la guilde, on va dire de la constellation. Et donc ces livrets-là permettent en fait justement cela tout en donnant vraiment plein de précisions sur les différents peuples. Donc il y a plein de petits secrets aussi, donc tout n'est pas quand même à l'usage des joueurs. Voilà, avec des dessins de Roland Barthélémy dedans. On reconnaît le style. Des descriptions de PNJ, vraiment plein de petites choses. Voilà, qui enrichissent complètement le peuple, voilà, avec des croquis également de leur découverte, puisque là on est sur le bouquin des Vendis. Donc c'est vraiment des bouquins très sympathiques. Par contre, ils ne sont pas faciles à trouver et dans ce cas-là, ils ne sont pas donnés.
sur donc les Ashragor, voilà, donc qui est un des plus intéressants. Donc là, tout sur ce peuple, comment dire, de nécromants théocrates, invocateurs de démons de la pire espèce. On a vraiment les spécificités de leur religion, de leur, de leur organisation politique, et voilà, qui est vraiment très, très hiérarchisée, si je puis dire. Euh, Puisque je crois qu'ils ont encore des esclaves, évidemment, et puis bah, ils utilisent les démons un petit peu aussi pour faire le boulot à leur place. C'est un peu les Melnibonéens de l'univers, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà, ça, il y en a un, tous étaient donc sortis pour chaque peuple, donc il y a le même donc pour les Ulmec, les Keza, les Gehendal, comme je le disais, et les Felsi. Après, d'autres suppléments dont j'ai. Que là je connais un petit peu mieux. Donc il y a tout d'abord deux suppléments qui sont vraiment très intéressants si vous avez besoin d'avoir, on va dire, la version officielle du développement du continent, parce que vous pouvez faire en fait votre propre développement aussi, inventer complètement des nouvelles régions du continent, puisque tout est à faire, tout est à choisir, tout est à. Donc vous avez voilà les deux atlas qui sont vraiment volume 1, volume 2, où donc là vous avez la description de tout. De, de plusieurs contrées. Donc dans le premier, vous avez la corne de la sagesse, de la couronne stellaire, les marches de Gambe, qui est déjà pas mal. Donc avec à chaque fois évidemment les différents plein de petits sous-types en fait. Donc dans les marches de Gambe par exemple, vous avez le désert de sable, la forêt d'émeraude, la terre des volcans éteints, l'entremonde et la terre creuse. Vous voyez, c'est ceux que j'ai utilisés moi pour ma campagne. C'est ceux qui m'avaient intéressé le plus, on va dire, dans ce qui m'était proposé. Donc moi j'avais vraiment choisi des routes qui étaient dans la même zone techniquement. Voilà, donc là c'est vraiment de la description de background très originale, avec vraiment des spécificités qui font toute la richesse et la poésie on va dire de ce jeu, parce que ce jeu est un jeu aussi on va dire avec une volonté esthétique et artistique quand même derrière, comme un peu tous les jeux multisimes, vous en conviendrez. Et donc dans le volume second, vous avez la description donc de l'Empire du Noir Couchant, les Baronnies Rouges et le berceau de Dana. Voilà. Et également aussi les frontières nomades. Donc ça c'est, on va dire, la manière officielle dont ils ont développé certains éléments, certaines parties du continent, qui ne sont pas, on va dire, comme je vous dis, rien qu'avec la boîte de base et l'écran, vous pouvez jouer pendant des années si vous avez envie de créer votre propre. Parce qu'en fait, il y a les briques de base, en fait, tout le matériel de base pour développer votre propre campagne. Et c'est ça qui est bien, on va dire, justement, avec Guild, c'est que moi, je l'avais vu comme ça. En fait, si j'ai pas acheté plus de suppléments, c'est que j'ai pas eu besoin d'acheter plus de choses. Les scénarios, je les faisais moi-même, c'était vraiment du bac à sable où je m'adaptais, on va dire, à ce que les joueurs, comment dire, voulaient faire. Et mais on peut également jouer les campagnes officielles pour, on va dire, découvrir le monde. Il y en a eu d'ailleurs, on va dire, un certain nombre que je peux citer au niveau de. Voilà, alors il y a eu donc l'aube des prophètes bleus, les carnets pourpres, l'automne des mages, la halte rouge, et moi celle que je connais c'est le Requiem des ombres, la première campagne donc qui est sortie et qui a donc permis justement de, de découvrir un petit peu plus le monde. C'est vraiment dans cette campagne-là qu'on découvre vraiment les spécificités de l'univers. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'en ai vécu, puisque moi, je l'ai vécu en tant que joueur. Euh, et c'est vraiment de bonne qualité. Si vous arrivez à les trouver, je crois qu'en plus, le Requiem de l'ombre, il était aussi présenté en boîte. Un supplément complet donc sur le Loom, comme je vous disais, là c'était nécessaire parce que dans le bouquin de base c'était un peu succinct, mais ça reste suffisant. Mais bon, celui-là il va quand même être très très difficile si vous voulez vraiment développer l'aspect magique de l'univers à passer, on va dire, outre. Et donc là vous avez vraiment la description des sortilèges, de comment ça fonctionne, le Loom, les différents phylums aussi. Donc voilà, comment découvrir, étudier les phylums et voilà, donner vraiment plus de corps, plus d'intérêt encore pour ceux qui jouent des personnages magiciens, pour développer donc cet aspect dans le jeu. Donc un supplément quasiment 200 pages quand même. C'est assez. Voilà, c'était quand même nécessaire parce que dans le livre de base,
il n'y avait pas tout ce qu'il nous était nécessaire pour justement développer l'aspect. Alors aussi, l'écran que j'ai oublié de vous présenter. Donc un très très bel écran. Voilà. Un écran voilà, sans le nom du jeu dessus, donc ça c'est bien. C'est bon écran, on peut mettre un petit écran. Bon écran. Et avec tous les tableaux, donc il n'y a vraiment pas besoin de grand chose, hein, dans la mesure où, comme je vous ai dit, le système de jeu est très on va dire, simple d'utilisation, donc il n'y a pas besoin de 36 000. Voilà, le système de résolution est très unifié, il n'y a pas de sous-système, on va dire, à part évidemment pour la magie, mais tout fonctionne, même la magie, de la même manière. Il vous donne également des petites précisions et des corrections de règles, parce que vous voyez, il y avait des coquilles, hein, comme je vous avais dit, dans le, il y a des sorts supplémentaires également aussi là-dedans qui ont été probablement ôtés ou par manque de place. Donc comment dire les, le résumé comment dire de la création d'une guilde qui est quand même plutôt utile et un scénario, donc les perles de Noct. Voilà, qui est donc aussi un scénario qui pourra, on va dire, continuer celui du livre de base. Et la feuille de personnage à photocopier, qui était plus pratique, on va dire, avec ce livret-là qu'avec le livret de base. Donc la gamme, en première édition, dite Guilde Quête des Origines, était vraiment très fournie, mais elle est encore, on va dire, ils ont remis une deuxième couche en faisant donc Guilde Eldorado. Donc là, Guilde Eldorado, ça date pour la deuxième édition de 2000. Donc il y avait eu 2 couvertures, ça c'est l'une des couvertures qui moi m'a plu. Donc voilà, celle-ci, moi je l'ai trouvée vraiment très jolie. L'autre aussi est pas mal, mais bon, il fallait faire son choix. Il y avait voilà, couverture alternative, donc vous en trouverez une autre avec donc un nul mec en couverture. Voilà, là c'est un Vendis. Ça se voit pas, mais je crois que c'est un Vendis. Parce qu'il a des armes à feu, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc le livre, là, je le trouve vraiment encore plus beau. Ils sont vraiment au standard du dessus. Couverture, donc couleur magnifique. Avec donc, voilà, donc, vous le voyez d'ailleurs, il y a la couverture alternative. Elle est présentée aussi en page de garde. Donc une refonte complète au niveau du système. Donc là, le système est quand même un peu plus stable. Il n'est pas exactement pareil malgré tout que dans la première version. Là par contre, c'est à la fois un bien et à la fois un mal. Donc pour le MJ, ça va être mieux. Parce que quand on lisait Guild, on va dire la première édition, on n'avait pas tout. On n'avait pas les secrets, on n'avait pas tout été distillé au sein des suppléments, des campagnes. Donc on se disait mais où ils veulent en venir. Parce que c'était pas vraiment, on va dire, très clair quand même dans la boîte de base. Et donc là par contre, on nous donne, comment dire, parce qu'il y avait une limite au niveau, on va dire, du continent qu'on appelait donc la barrière des enfants cyclones, ce qui veut dire qu'à partir d'un certain moment, ils ne pouvaient pas aller au-delà pour aller explorer le reste du continent. Il y avait une barrière en fait qui les empêchait, une barrière magique qui était, on va dire, assez étrange en plus, hein, puisqu'on l'appelle barrière des enfants cyclones parce qu'ils voyaient en fait comme des sortes de nouveau-nés qui tournaient, on va dire, au sein d'un mur, on va dire, de cyclones extrêmement puissants qui empêchaient donc de le traverser. Et là, ils réussissent, comment dire, justement, dans cette édition-là, à le traverser pour aller, on va dire, au-delà et essayer donc, justement, puisque c'est Guild Eldorado, aller voir ce qu'il y a derrière, si c'est pas encore mieux que ce qu'ils avaient déjà découvert du continent. Donc là, si vous voulez un système revu et corrigé avec, on va dire, tout clé en main dans un livre donc de 200, quasiment 300 pages, c'est cette édition-là. Moi, je l'aime moins parce que, à la fois, elle est plus précise, elle est plus, on va dire, plus explicite dans ses volontés, on va dire, sa ligne directrice, mais ça, on va dire, on casse le charme. Et c'est ça qui est le problème, je pense. Même si elle est vraiment très belle, moi je suis resté sur le système de la première édition, malgré ses imperfections, il fonctionnait très bien. Celui-ci est on peut tout à fait utiliser celui-là avec le background de la première. Mais bon, voilà. Là, en fait,
on nous a un peu gâché, comment dire, la surprise d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est normal, hein, il y avait déjà eu quasiment toute la gamme en première édition qui avait vraiment étalé mis en place de manière durable le background tel qu'il l'avait voulu. Et donc là, bah, en fait, vous arrivez après la fête, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça qui. On n'a pas le. Tout nous est révélé de base. Mais on va dire du coup, si vous voulez vraiment jouer à Guild, essayez de trouver cette deuxième édition. Elle est complète en un seul bouquin. Voilà, il vous manque juste l'écran à la limite. Mais vous pouvez faire la même chose qu'avec la première édition. Sauf que, bah, voilà, d'une certaine manière, là, on vous a. Il ne faudra pas que les joueurs le lisent, parce que là, tout y est expliqué, explicité. Mais bon, on y retrouve quand même les mêmes principes, hein, c'est juste que le background a évolué avec la gamme. Et c'est plutôt un bien, mais aussi voilà, un mal, dans la mesure où, bah, je vous dis, on est un peu, je dirais, spoilé. C'est comme si on nous racontait la fin de la série avant d'avoir vu les premiers épisodes. Ça fait un peu cette impression-là. Mais bon, tout est remis vraiment bien en place. Le système tient quand même mieux la route et mieux précisé. Ça vaut vraiment en tout cas le coup si vous arrivez à la trouver. En plus, voilà, en bon état, il valait 42,69€ à l'époque, hein, parce qu'il y avait la double, comme il est paru au tout début des années 2000, il commençait à y avoir la double, le double affichage, comment dire, euro-franc. Voilà, c'est pour vous dire, ça permet de dater, on va dire, les suppléments justement. Sans regarder, si vous voyez ça, vous savez que ça date d'un tout petit peu avant 2002 en fait, quand ils avaient mis le double étiquetage en place, avant le passage à l'euro. Donc voilà, en tout cas, c'est quand même, on va dire, un très très beau produit. Il est vraiment très beau, très condensé quand même au niveau de l'explication du background, mais il y a tout, et donc vous n'avez pas à chercher, vous savez où vous allez. Et j'ai pas été au-delà. En fait, moi j'avais acheté donc cette deuxième édition là, et comme bah, je préférais quand même l'ancienne édition, j'étais resté sur mon ancienne édition, ma boîte de base, mes atlas, qui me suffisait largement pour pouvoir maîtriser si j'en avais l'envie. Voilà, voilà. Donc, eh ben, c'était pour donc la présentation de la gamme Guild partielle. Voilà, j'ai il y a des gammes quand même où j'ai pas toujours tout. Peut-être qu'un jour, quand ça va me prendre, c'est comme dirait l'autre, c'est comme une envie de pisser. Quand ça va me prendre, je vais évidemment refaire toute la gamme d'un coup d'un seul, parce que ben voilà, parce que je suis comme ça. Parce que ça va m'énerver et du coup je vais vouloir tout avoir tout de suite comme un enfant gâté que je suis. Mais bon, on est comme ça, on se refait pas. Ceux qui ont déjà vu un petit peu mes vidéos, les lives, ils comprendront tout à fait ce genre de choses, hein. Je ne dois pas être le seul, hein, on va dire, à être dans cette manie de la collectionnite aggravée qui nous oblige, on va dire, dès qu'on a une idée en tête, d'aller jusqu'au bout et de faire du complétisme aggravé. Donc voilà, un jeu que, voilà, si vous arrivez à le trouver, que ce soit première ou deuxième édition, franchement, mettez les doigts dedans, mettez, on va dire, voilà, apportez de la joie, du bonheur, de l'originalité à vos tables de jeu en jouant à Guild. Voilà, un univers à découvrir, un univers vraiment bac à sable, dans lequel vous pouvez vraiment faire énormément de choses, très très original dans sa, ne serait-ce qu'on va dire déjà dans ses concepts, et aussi dans sa proposition en tant que jeu d'exploration, de gestion, avec voilà, plein de petites choses également à développer pour son personnage, que ce soit entre les rivages et le continent. Voilà, vous avez énormément vous avez de quoi faire, quoi. Et c'est très très simple en fait de faire un scénario avec ce que je vous ai présenté là, comment dire, la boîte de base, donc, ou le livre de la deuxième édition, et les atlas, le loom. C'est vraiment le strict nécessaire. Le reste, c'est des campagnes, donc c'est si vraiment vous n'avez pas le temps de créer vos propres scénarios, vous pouvez sans problème, genre, par exemple, prendre la boîte, si vous arrivez à la trouver, parce qu'à mon avis ça va pas être évident, du Requiem des Ombres, qui permet c'est la première campagne grosse campagne qui est parue, et qui permet vraiment de découvrir le monde et de mettre le doigt déjà sur pas mal de secrets, ce qui est vraiment très sympa. Donc voilà, ça c'est Guild, c'est voilà, de ce genre de jeu des années 90 qui faisait toute la réputation de Multisim, qui a vraiment, on va dire, posé des jalons
en termes de création artistique et de création ludique française. Et il faut les saluer. Et je les salue, j'espère, à leur juste valeur dans cette vidéo. Voilà, donc c'était Magna Magister pour la troisième vidéo de la semaine. Et donc voilà, la deuxième vidéo sur le thème des jeux multisimes, parce qu'on me les a demandés, et donc je réponds un peu à mon public qui me disait quand est-ce qu'on va faire des vidéos, quand est-ce que tu vas faire des vidéos sur les jeux multisimes. Et ben voilà, vous en avez eu 2 pour cette semaine, donc soyez heureux. Jouez bien et jouez à Guild si vous en avez la possibilité. J'espère que je ne vais pas encore faire grimper les prix, puisque chaque fois que je parle d'un jeu maintenant, la plupart des gens de ma communauté se mettent à claquer leur PEL pour racheter les jeux que je présente. Donc voilà, je vous remercie beaucoup toujours. Voilà, mettez des likes, abonnez-vous, partagez ma chaîne pour qu'elle soit connue et que les gens s'y intéressent. Parce que voilà, moi je veux que les vieux releases comme les nouveaux jouent à plein de jeux différents, qu'il y ait le plus d'éclectisme possible, qu'on combatte ce conformisme qui nous oblige à jouer avec le même jeu et le même système. Ça commence singulièrement, moi, à me gonfler, pour ainsi dire. Donc, s'il vous plaît, essayez de découvrir des vieux jeux, qui soient... faites-vous plaisir en fait en jouant vraiment au jeu qui vous correspond. Et le jeu qui vous correspond, c'est pas forcément celui qu'on vous propose, c'est celui que vous allez chercher vous et que vous allez découvrir par vous-même et qui va, vous mettre des paillettes dans les yeux, quoi, qui va vous donner, envie d'imaginer et de créer. C'est ça en fait, je pense, l'essence même du jeu de rôle, c'est pas jouer à un seul jeu comme certains Américains toute leur vie, le même, sans connaître et sans vouloir connaître celui des autres. C'est jouer à plein de jeux différents et émerveiller les gens en justement faisant des choses très différentes. Mais bon, après si vous voulez jouer au même jeu toute votre vie, c'est tout, c'est votre problème. Mais moi je pense qu'à mon avis vous allez louper quelque chose. Hein. Je pense, par analogie, que c'est pas en écoutant le même album du même groupe pendant toute votre vie que vous aurez fait le tour, de ce qu'est la musique. Pour le jeu de rôle c'est pareil. Allez, je vais vous dire donc au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bye bye.